était là tout à l'heure, qui lui a décidé de vouloir commencer à faire des écoles, enfin, comme de contacter des écoles, de manière à ce que nous, on puisse aller, nous, en tant qu'enfants cachés, enfants déportés, aller expliquer un peu ce qu'est la Shoah. La Shoah, c'est à chaque personne que vous interrogerez, il n'y en a aucune qui dira pareil. On a toute notre histoire. Elles sont tristes, elles sont moins tristes, mais ce sont quand même des histoires faites que nous, à mon âge de 78 ans, et je vais un peu m'empêcher, à certaines années, de penser à ça. Donc je vais commencer, je suis obligée d'abord de revenir à la guerre de 40, donc en 41, guerre des boîtes déchies, des boîtes de putain, c'est le putain, 40, et ce fameux putain qui commence à dire ce qui dire, bah voilà, les Juifs, on leur enlève le droit de travailler, il faut qu'ils rendent dans le dernier wagon, métro. Ils n'ont plus le droit d'être avocats, ils n'ont plus le droit d'être docteurs. Enfin, petit à petit, les lois se font, les amendements d'un petit peu, il en donne encore un peu plus. Enfin, c'est là que mes parents ont été originaires de Salomon. C'est en Grèce. Ils avaient une très belle situation à Paris. Ils étaient à leur compte, on avait des chaussures. Et on commence quand même à trouver que c'est bizarre. Donc, il s'adresse à l'OSE. Et l'OSE commence à contacter des couvents, des prêtres, des sœurs, des gens de volonté qui pouvaient cacher des juifs. Et finalement, moi, je me retrouve avec mon cousin caché chez des personnes de bonne volonté, des gens très chrétiens. Lui était maire de son petit village et il prend les deux petits-enfants. Donc en 41, j'avais 2 ans, et mon cousin Marcel. Donc nous allons là-bas et nous y restons jusqu'en 45, sans connaître nos parents. C'est là que c'est très triste finalement de se retrouver. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on arrive de 41 à 45. Au bout d'un certain temps, ce monsieur Salomon sent qu'il va être. On va dire aux Allemands que c'est pas bien, donc il garde les Juifs. Donc il se méfie et il nous fait baptiser. Il nous fait baptiser à l'église. On a les certificats de baptême, je les ai encore. Et il nous fait baptiser. On va à l'église tous les dimanches, on apprend. On fait la prière matin, midi et soir, en disant nos parents sont vrais et ils sont très pauvres, donc ils ne peuvent pas. Ils nous ont envoyés en France, tout à fait, vraiment, sans savoir exactement ce qui se passe. Nous, là-bas, ça choque certaines personnes, je raconte le récit, parce que je l'ai ramené au juste, si vous voulez. Moi, pendant le 41 et 45, je suis dans une belle maison, à la campagne, je profite, je suis bien, et finalement, mon cousin Marcel et moi, nous sommes très heureux, très très heureux. On sait qu'on a des parents, on est jeunes, on ne sait pas trop exactement où, et donc ça se passe très bien. On a du bonheur. Je sais que ça choque certaines personnes, mais qui dit bonheur, qui dit que les gens comme moi qui ont eu du bonheur, peut-être c'est ça ce qui a fait les années qu'on a fait les justes. Parce que si on n'avait pas donné, si les justes n'avaient pas existé, c'est que nous, en tant que personnes heureuses, n'auraient pas pu. Ça se passe comme ça. Bon, ça va. Au bout d'un moment, la guerre finit, mes parents reviennent et ils viennent me prendre près de mon cousin. Et c'est là que moi, mon histoire, je suis très malheureuse avec mes parents, je ne les connais pas, je ne sais pas ce que c'est qu'un juif, je ne sais rien, je suis catholique. Ça s'arrête là, c'est 40 ans. Et donc mon père et ma mère commencent à désespérer. Il a fallu beaucoup d'années, par l'amour de mes parents, parce que ma mère était tellement malheureuse, elle n'avait que moi, elle n'avait pas pu avoir d'autres enfants, étant donné la situation. Donc, petit à petit, il a fallu plusieurs années avant que moi, j'étais une petite fille. Je ne disais rien, j'étais dans mon coin, à l'école je ne parlais pas, j'étais très triste. Ça a changé de vie d'ailleurs.
Mais j'étais triste, j'étais pas bien, et ma mère me dit, tu es juif. Je ne savais pas, mais ne le dis pas. Pourquoi? Finalement, ça s'arrête comme ça, on continue à parler, et par la suite, mon père avait fait un vœu en disant que s'il sortait de cet enfer, il me ferait devenir juif, aller dans le bain. C'est ce qui se passe. J'arrive, j'ai 12 ans, bon, je commence à m'habituer, après c'est le contraire. J'ai tellement été malheureuse au départ que j'adore mon père et ma mère, et en particulier ma mère. Ma mère était une femme très sensible, j'éprouve un amour fou pour ma mère, et je ne peux plus lâcher mes parents. C'est-à-dire que je connais mon mari, mais je reste au bout de chemin parce que mes parents habitent au bout de chemin. Enfin, on est complètement désorganisé, on ne sait pas. Bon, ça se passe comme ça, et finalement, ça se passe bien, tout revient, je redeviens juive, et c'est là qu'après, je commence à connaître ce que c'est qu'un juif, et de plus en plus, je m'attache, et je grandis, et finalement, au bout d'un moment, je vais dans des organisations, j'arrive à m'en sortir comme ça. Mais j'ai toujours cette hantise de dire pourquoi ça? Pourquoi que mes parents m'ont laissé comme ils pouvaient me lâcher, mais peut-être auraient pu venir avec moi. Enfin, pendant des années, ça m'a travaillé. Puis finalement, un jour, comme tout le monde, on oublie sans oublier, mais on oublie. Finalement, je connais mon mari, et c'est lui qui nous donne un peu de joie. Mon mari est tunisien, parce que moi, dans ma famille, ils sont tous des rescapés, ils sont ils sont tristes. Moi, mon père pleure, toute sa famille a été déportée, on lui a pris son usine, on lui a pris son appartement, maintenant il se retrouve, il n'a rien, il pleure, il a perdu son frère, sa soeur, toute sa famille. Et donc, et mes tantes, c'est pareil, on est tous un petit peu, je le dis un petit peu, ça paraît idiot, mais tous on est un peu dérangés, mes cousins et mes cousines, on est toujours tristes. La seule chose qu'on n'est pas triste, c'est quand il y a les fêtes. On arrive à faire les fêtes. Donc c'est l'histoire de mon histoire. J'ai 15 ans et je connais mon mari qui a 16 ans. C'est un juif tunisien. Alors les juifs tunisiens, la joie de vivre, chose que mes parents n'avaient pas, et on revit. Et mon père et ma mère revivent grâce à des juifs tunisiens. Il faut bien dire la vérité. Et finalement, mon histoire s'arrête là. J'ai 2 enfants, Sylvie et Michael. J'ai 4 petits-enfants. Donc, et moi, je suis toujours... J'ai arrêté de travailler, mais je reste au quasi. Et maintenant, moi, je donne à mon tour j'explique ce que c'est que la Shoah. Parce que tant qu'on n'a pas connu la Shoah, les gens ne savent pas ce que c'est. On a souffert, on a des parents qui sont dépressifs. Mon père, tous les 4 ans, veut se jeter par la fenêtre. Il leur reste quelque chose. Et nous, par la même occasion, des fois, on se dit pourquoi on est quand même un peu malheureux. Mais voilà. Finalement, ça se passe bien. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 petits-enfants. Et j'ai la joie, au mois de mai, d'être arrière-grand-mère, d'avoir mon petit-fils, et ma petite-fille, que j'aime beaucoup, à avoir une petite-fille. Voilà, donc, on est heureux. J'estime que je vais avoir 79 ans, j'ai réussi quand même ma vie, tout en étant enfant caché. Voilà. Ça, c'est tout. J'ai passé le micro à la main. C'est une petite question qui va dire au début, t'en parles pas, et après t'en as parlé. Alors moi, bonjour mesdames, messieurs, vous jeunes qui sont là-haut, merci d'être nombreux. Alors moi j'ai un parcours tout à fait différent, je ne sais plus votre prénom, d'Eliane, mais tout à fait à l'opposé. Alors moi je suis née à Paris, de parents français, mais venant d'Alsace, ça c'est encore un autre problème, parce que, alors je vais dire aux plus jeunes, je ne sais pas, mais pour les plus anciens, en 1870, l'Alsace
qui était française, a été happée par la Prusse, par les Prussiens. En 14-18, c'est Bismarck qui a continué à accaparer l'Alsace et la Lorraine. Et l'Alsace et la Lorraine ont retrouvé leur statut plein de français au traité de Versailles en 14-18, où la France a tout de suite récupéré l'Alsace et la Lorraine. Donc, la famille a été un petit peu bousculée. Simplement, moi j'ai des frères de ma grand-mère qui est lorraine. Mes parents sont du Bas-Rhin, côté Strasbourg et Saverne. Donc, typiquement très alsacien, de grands-parents, d'arrière-grands-parents. J'ai monté les 3 lignées au cimetière, au petit cimetière en Alsace de mes arrière-grands-parents. Donc, la famille s'est trouvée donc en 39-40, une fois de plus, à la déclaration de la guerre, une fois de plus, les Alsaciens ont été chassés avant que les Allemands arrivent. Il y avait la 5e colonne dont on entend beaucoup parler. Et en 1920, mon papa, qui était déjà après la guerre, grand blessé après la guerre, entièrement rétabli, était à Paris, travaillait déjà à Paris. Il y avait 3 sœurs sur Paris également. Et il est rentré en Alsace, à un petit village dans les Vosges du Nord, pour la première naissance d'un petit neveu. Il y a rencontré ma maman, qui était présente aussi à cette réunion-là, puisque le cousin germain de ma maman est venu, le beau-frère de ma maman, la sœur de mon papa, a épousé un cousin germain de ma mère. Donc, ils se sont donc mariés en 1920, ils sont revenus à Paris, papa a travaillé, mon frère est né en 24, je suis née 2 années après, mon 3e frère est né 2 ans et demi après moi. Donc tous les 3 nés à Paris, avec une scolarité comme tous les enfants, à l'école maternelle. Alors nous sommes nés rue de la Roquette, donc jusqu'en la rentrée, alors à l'école maternelle rue de Baincourt, à la grande école Rivière. À l'époque, c'était le premier bâtiment qui a été construit, une école de filles et une école de garçons tutélaires. On les a y traînés puisque mon frère allait à l'époque rue Godefroy-Cavagnac. Mes parents cherchaient un appartement plus grand, et de l'appartement plus grand, on l'a pas trouvé, et on avait des cousins très éloignés qui habitaient rue Pixéricourt, ou à côté de la rue Pixéricourt, et qui avaient un grand terrain, un Noisy-le-Sec, entièrement clôturé. Il y avait de la vigne, il y avait des arbres fruitiers, il y avait, voilà, et eux venaient passer leurs vacances du Paris 20e, prenaient l'autobus à la porte des villas, et passaient, ils avaient une cabane dans ce grand terrain, il y avait un puits, et eux passaient les vacances, les week-ends à la campagne de Noisy-le-Sec. Et c'est en revenant, en étant invité chez ses cousins, n'arrivant près de la gare, mes parents ont vu l'appartement à louer, chauffage central et salle de bain, que mes parents sont allés revoir le lendemain, et c'est comme ça qu'on a quitté Paris, la rentrée scolaire 1937-1938, et on est venu dans le département de la Seine, et pas la Seine-Saint-Denis à l'époque. On a été scolarisés, mon plus jeune frère et moi à Noisy. Mon frère aîné est resté au lycée. À l'époque, c'était payant, et entre le travail de mon père, le loyer, le gaz et l'électricité, plus les faux frais quand on est 3 enfants, s'il y en a un qui est malade et tout, il fallait toujours prévoir une poire pour la soie. Mes parents n'ont jamais emprunté un sou, il fallait faire avec ce qu'on avait et rien de plus. Et voilà comment on a vécu. Donc mon frère aîné est rentré très jeune aux éclaireurs israélites de France, et moi j'ai fait ma comédie, parce que pourquoi lui il avait le droit d'aller aux EI et ben moi, et je suis rentrée à 6 ans, j'avais pas 6 ans, à la trompette d'heure à la synagogue d'Armée des Tournelles. Et quand je dis au grand rabbin aujourd'hui, mais moi j'ai connu le rabbin Champagne, il me regarde comme si je descendais de la lune, il ne savait même pas qu'il y avait rue des Tournelles, le rabbin Champagne. Donc, nous, on a fait nos classes dans le scoutisme, et quand on est arrivé à Noisy-le-Sec, tout était beau, il y a eu une bruit de guerre, la déclaration de guerre, il y a eu l'exode. Nous, on a fait l'exode, parce que le grand moulin de Pantin où travaillait mon père, ont expédié les ouvriers, tout le personnel sur Bordeaux, mais on n'est jamais arrivé à Bordeaux.
les routes étaient encombrées, les avions allemands descendaient en piqué, mitraillaient toutes les colonnes d'hommes, de femmes, et les Allemands, quand on a déclaré la guerre en 1940, en septembre 1940, avec l'Angleterre aux Allemands, nous on dansait sur la ligne Siegfried, et les Allemands, pour nous, il y avait la ligne Maginot, et on ne pensait jamais que les Allemands pourraient traverser cette ligne Maginot. Eh bien, ils l'ont contourné, ils sont passés par le Luxembourg et la Belgique, et ils sont descendus par le nord de la France. Et là, toute la France, tout le nord, de Paris et plus loin, était encombré de tout, pas de voiture, il n'y avait pas de voiture, mais de chevaux, de bourricots, où les gens fuyaient le nord de la France, que les Allemands étaient à leur trousses. Et notre parcours ne s'est pas arrêté à Bordeaux. À Bordeaux, c'est arrêté à Orléans, sous un bombardement terrible. Et quand la fin du bombardement a sonné, papa regardait à droite et à gauche où on pouvait s'orienter. Nous, on a eu la chance de pouvoir traverser les ponts de la Loire et on s'est retrouvés sur l'autre rive. Et toute l'armée française faisait sauter tous les ponts sur la Loire pour retarder l'arrivée des Allemands. Donc, notre parcours s'est arrêté dans un petit village sur les bords de Loire, puisque ma grand-mère a fait un malaise cardiaque et on n'a plus été plus loin. Et un matin, mon papa est allé chercher comme d'habitude son journal. Il a vu un sidecar, et de ce sidecar sont descendus 3 Allemands. Ils ont sorti des poches les cartes d'état-major, ils ont tourné à droite, à gauche, ils m'ont cherché, ils ont repris, ils sont partis. Et dans le milieu d'après-midi, comme on nous avait prêté une petite maison sur les bords dans le village, juste au bord de la route, on a entendu beaucoup de bruit. On est allé voir à la fenêtre qu'est-ce qui se passait, et on a vu arriver toute une troupe d'Allemands alignés au cordeau, qui se sont arrêtés devant la maison. Et mon plus jeune frère, qui avait tous les culots à l'époque, il avait 10 ans, il était assis sur le bord de la porte, et il a posé la question aux Allemands. Il a dit « Tu vas où ?» Et l'Allemand lui a répondu « Nach Bordeaux ». On dit eux descendaient sur Bordeaux, et on était surpris. Et quand la France entière a été occupée, et bien au bout de plusieurs jours, on est remonté à Paris. C'était très compliqué. Les Allemands avaient déjà mis des trains pour nous rapatrier, des trains de province pour nous rapatrier sur Paris. Mais les wagons, c'était déjà des wagons à bestiaux. Donc quand on est arrivé à Orléans, d'Orléans, eh bien, on est monté dans ce train et à Austerlitz, on est rentré à la maison à Médicet. Donc j'ai vécu l'exode et l'arrivée des Allemands avec le premier statut des Juifs. Là, c'est 1940. Dès que les Allemands sont là, Pétain prend le gouvernement et décrète le premier statut des Juifs. Le premier statut, c'est d'aller se déclarer au commissariat. Tous les hommes, tous les Juifs qui sont allés dans tous les quartiers, tout le monde est allé au commissariat. La France, qui a l'accueil d'Asie, nous a accueillis. Les étrangers, tous les Polonais qui vivaient dans le 11e arrondissement, et il y en avait beaucoup. C'était un des quartiers très fort en émigration à l'époque. Moi, je me souviens que les gamins étaient à l'école, les parents travaillaient, avaient leur petit business, où ils étaient tailleurs, ils étaient raboteur, où on avait, nous, dans l'immeuble, à tous les étages, on avait une famille juive polonaise. Donc, ils travaillaient dans la petite, ils faisaient des petits, comment on dit, portefeuilles, des petits portefeuilles. Dans la cuisine, ils étaient installés. Tout le monde s'entendait bien, tout le monde, les juifs de l'immeuble, comme les très pratiquants, il n'y avait pas très pratiquants, il y avait des juifs plein de. Et quand il y avait des pogroms en Pologne, tout le monde se réunissait chez notre voisine, chez Madame Hochla. On ne savait pas, on ne connaissait pas, on n'était pas du tout habitués. Et c'est comme ça qu'on a appris beaucoup de choses sur la Pologne, grâce à nos voisins. Et une des filles dont le mari s'était engagé, qui est parti à la guerre d'Espagne, elle était seule avec le petit garçon, avec le gamin, le petit Paul. Il était plus à la maison, puisqu'il appelait mon père Papa Luce, parce que mon père s'appelait Lucien, et maman, ils abrégeaient l'appelait Luce. Et le gamin qu'on a pratiquement élevé disait toujours Papa Luce, tu permets, Papa Luce, tu me donnes. Donc, nous, le gamin, il a grandi avec lui. Le deuxième statut des Juifs, ça a été quelques semaines après. Alors, je vais vous donner les dates pour être sûr que je ne me trompe pas, parce que les dates,
c'est aussi très important. Le 3 octobre 1940, il y a le premier statut des Juifs édité par Vichy. Ça, c'était pour les déclarer. Et en 41, en mars 41, la création du commissariat général aux questions juives. Ça, c'était pire encore que tout, puisqu'à ce moment-là, on n'aura plus droit à rien du tout. Le commissariat décidera pas, il y aura, comme on dit, on confisquera, on aura déjà les plaquettes dans les magasins juifs, le chef, et ça c'était le premier, avec ensuite toutes les interdictions, et moi je voudrais aux jeunes qui sont là-haut, essayer d'imaginer comment on a vécu les adolescents de l'époque, avec toutes les interdictions, d'abord le couvre-feu. Tous les fonctionnaires ont été révoqués, tous les militaires révoqués, tous les engagés volontaires qui ont fait la lutte pour s'enrôler pour la France qui les avait hébergés, voulaient leur rendre, ont été arrêtés et mis dans des camps. Il y a eu ensuite, sur la vie tous les jours, couvre-feu pour les Juifs. À 8h du soir, on n'avait pas le droit d'être dehors. Interdit de traverser un jardin public. Essayez d'imaginer. Le ravitaillement, les courses, on n'avait le droit qu'à 3h de l'après-midi quand il n'y avait plus rien dans les boutiques. Interdiction de rentrer dans un grand magasin et de faire les courses en dehors de l'heure de montée. Le dernier wagon, on avait le droit quand même de prendre le métro, mais le dernier wagon. Une vie que vous ne pouvez pas, que les jeunes, même les adultes, ne peuvent pas imaginer qu'on a vécu. En 1941, il y a eu la première grande rafle, que l'on a appelée la rafle du billet vert. Alors pourquoi le billet vert? J'ai posé la question. Pourquoi le billet vert? Alors, je réponds. Quand on a été se déclarer au commissariat, quand il fallait se déclarer parce qu'on était juif, c'était très bien fait. Les fiches étaient faites de couleurs différentes. Les Français, c'était blanc ou crème et cru. Les verts, c'était les Polonais, les bleus, c'était les Allemands, donc c'était répertorié. Alors il y avait le nom, le prénom, l'épouse, les enfants, où ils habitaient, la fonction du père, tout était marqué. Et quand il y a eu la rafle des étrangers, parce qu'on ne touchait pas aux Français, eh bien ils n'ont pas été arrêtés, on les a convoqués au commissariat pour vérifier les papiers. Et ils ne devaient pas venir tout seuls, ils devaient venir accompagnés. On gardait donc le mari et le fils, la fille ou l'épouse, rentraient à la maison, chercher du linge, un peu de ravitaillement et une couverture. Et ils rapportaient ça, et tous ces hommes ont été transférés pour la plupart, le Drancy n'était pas encore ouvert, ont été transférés à Pithiviers et Beaume-la-Rolande, qui étaient deux camps qui avaient été préparés par la France pour y mettre des prisonniers allemands. Or, on a fait prisonniers 0, pas 1. Et ces deux camps, Pithiviers et Beaume-la-Rolande, ont servi à y mettre les premiers juifs arrêtés en 1941. Et le pire de ça, quand ils ont été déportés, c'est les premiers convois. Non, c'est le convoi numéro 2. Le premier, c'est les partis de Drancy, pas Drancy, du Bourget. Du Bourget. Le premier convoi est parti du Bourget. 3, 4, 5 et 6 sont partis de Pithiviers et Beaume-la-Rolande. Les femmes prenaient le train, allaient voir leur mari, apportaient ce qu'elles pouvaient. Et certains gendarmes, alors pourquoi le billet vert? Et je vais vous en montrer pourquoi. Parce que c'est une photo qui sont des documents qui ont été pendant très longtemps interdits. Même le film Nuit au regard, à cause de ça. Voilà. Parce que l'on voit les policiers français. Alors, ça c'est le camp Pithiviers et Beaume-la-Rolande. Voilà. À cause de ça, où on voit le policier français avec à Pithiviers. Là, ces photos qui étaient dans le film Nuit et brouillard avaient été interdites pendant de très longues années parce qu'ils ne voulaient pas de toilette. Ça, c'était 1941. Et en 1942, quand il y a eu la grande rafle dite du Veldiv, c'est tout à fait différent puisque la rafle devait avoir lieu le 13 et 14 juillet. L'État Vichy s'est aperçu que 13 et 14 juillet, c'était fête nationale. On a donc décalé de 48 heures la grande rafle qui était le 16 et 17 juillet.
Mon frère, qui était aux Églises, était dans un local que vous n'avez peut-être pas connu, qui était rue Claude Bernard, c'était Gavier, école juive, qui ensuite est partie à Boulogne. À l'époque, elle était rue Claude Bernard, l'école était fermée et interdite, comme l'école rabbinique rue Beauclin qui est derrière. Alors, une derrière, perpendiculaire, mais derrière. Donc, quand il y a eu la rafle des garçons, les chefs avaient pu obtenir du commissariat en question juive l'école pour pouvoir accueillir les enfants, puisqu'ils avaient le droit d'aller nulle part, ils allaient nulle part. Nous, on accueillait les gamins, dont les parents voulaient bien nous confier, les dimanches, où on a fait ce qu'on a pu, de la chorale, du théâtre, de l'histoire sainte. On a même préparé un de nos camarades à la bar mitzvah, qu'il a fait à l'école rabbinique. Le commissariat de Chopin, on n'a jamais eu la trouille, on n'a jamais tremblé. Or, à cette rafle dite du Veldiv, mon frère m'a emmené, a dit qu'on aurait besoin de moi, et j'avais 15 ans, j'ai retrouvé les chefs et les cheftaines qui étaient à Claude Bernard, et on est parti pour récupérer tous les enfants de la rafle de Veldiv, du quartier, de la rue de la Roquette, entre autres, qui étaient français parce qu'on n'arrivait pas les petits de moins de 6 ans, et les grands qui étaient français, certains étaient déjà, les parents avaient été naturalisés, les enfants étaient français, et ceux-là, certains agents, ils ne les ont pas vus, ils n'étaient pas sur la liste, on ne les a pas récupérés. Ils sont restés, ils n'ont pas été arrêtés. Et tous ces gamins, dont les immeubles, on avait posé des scellés, donc on ne pouvait pas rentrer chez eux, se traînaient dans les escaliers, se cachaient au 6e, et quand on frappait à la porte pour voir s'il y avait quelqu'un, et bien ils descendaient à 4 pattes, pour voir qui était là, et c'est comme ça qu'on a regroupé, récupéré tous ces enfants qui étaient en surnombre, et on les a montés à l'orphelinat, à l'Orpho. Alors l'Orpho, c'est nous qui l'avons baptisé l'Orpho, puisque Guy Patin était fermé à l'époque, c'est aussi une institution juive, et là-haut, rue Lamarck, c'était, comment dirais-je, alors aux élèves, je dis, c'était, on y mettait les SDF, les hommes juifs ou les femmes qui n'avaient pas de toit et pas de travail, étaient SDF, étaient hébergés dans cette institution qui est juste derrière le Sacré-Cœur. Rue Lamarck, mais derrière le Sacré-Cœur, on les a délogés, on les a mis dans une plus petite maison, et ce grand bâtiment qui existe, c'est la crèche. C'est une crèche départementale importante qui est là-haut maintenant. Tous ces enfants, on les a remontés dans ce bâtiment, que nous on a baptisé l'Orpho, et on a eu alors, pas comme vous, mais nous on a eu à la préfecture de police une cheftaine neutre, laïque, qui n'était pas protestante, sans confession, et qui nous a tendu la main. La première des choses, c'est chef topo, qui entendait beaucoup de choses à la préfecture de police, venait, elle non, parce qu'on lui avait demandé qu'elle garde son poste, qu'elle ne se fasse pas arrêter par une ou deux de ses filles, donc elle avait une confiance illimitée, nous prévenir qu'il y aurait une rafle, ou qu'il fallait faire attention à tels enfants parce qu'ils risquaient d'être sous le contrôle de la Gestapo et d'être arrêtés et déportés. Donc c'est la première main tendue qu'on a eue, et avec ce problème, on a commencé à regrouper tout le monde, à fabriquer des faux papiers, à fabriquer des cartes d'alimentation et de répartir avec l'aide qui nous était venue du ciel les enfants en danger. Beaucoup ne sont pas partis comme vous dans le Nord, ils sont partis beaucoup dans la Sarthe et beaucoup du côté de Nevers. Et puis par la suite, on les a fait partir à Boissat. Alors pourquoi Boissat? Parce que les EI avaient la ferme école à Boissat pour apprendre à travailler la terre, et on a fait parvenir tous les enfants le plus possible à Boissat, parce que le chef topo avait, comment dire, avec le sous-préfet qui fermait beaucoup les yeux, qui a beaucoup aidé pour planquer les gamins, pour faire donner également des cartes d'identité avec des faux noms, l'a beaucoup aidé. Donc on a eu beaucoup de jeunes qui sont partis jusqu'à Boissat, ils ont continué leur parcours en traversant l'Espagne et le Portugal, et par le détroit de Gibraltar, ils ont rejoint la France, le Maroc,
d'abord, et la France libre, nous avons été les premiers à débarquer, très fiers d'être juifs et d'avoir débarqué. Et on a continué à travailler pendant toute l'année 43 avec les enfants. Ils venaient tous les dimanches au local, les filles étaient d'un côté, les garçons de l'autre, rien n'était mélangé comme le sont maintenant quand les scouts sortent. Et on a essayé de leur donner un peu de bonheur. Souvent, beaucoup n'avaient rien à manger. Et on a partagé, on a été tout en commun, celles qui avaient. Et parmi tout ce qu'on a pu faire, moi je voudrais que vous essayiez d'imaginer, on avait des camarades déportés, déjà à Drancy, dont les parents avaient été arrêtés bien avant, ils ont été arrêtés en 43, mais les parents avaient été arrêtés à la mare, ils n'avaient plus de bon colis ni rien. Eh bien, moi, petite cheftaine de pas grand-chose, j'ai essayé de demander aux élèves, à mes jeunes, un petit gâteau, parce qu'on avait tous les jours à l'école communale, on était dans des états psychiques, non, mais nourriture, on avait très faim, puisqu'on avait des cartes d'alimentation. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, on voyait tout, tous les magasins regorgent de tout, mais il n'y avait rien, on était contingentés. Je vais vous montrer les tickets de pain. Voilà, ça c'est la vie avec le port de l'étoile obligatoire en 42 et les tickets de pain, ça c'est des vrais tickets de pain qui viennent de la grand-mère, qui datent de la grand-mère de mon mari, qui avait 75 ans à l'époque et qui était considérée comme un vieillard, puisqu'elle avait une carte de V avec la carte de tabac et la carte textile, ça c'est du côté de mon mari. Donc on réussissait à faire des tout petits colis de, je sais pas, 500 grammes qu'on déposait rue de Belleville. Alors c'était pas le casip à l'époque, c'était, voilà, on déposait rue de Belleville. Et des petits colis de quelques gâteaux, de quelques morceaux de sucre qu'on mangeait bien donné de temps en temps à celles qui crevaient de faim à Drancy et qui appréciaient, même si les gâteaux n'étaient pas bons, et ben elles trouvaient que ça bouchait bien d'un coin et que c'était quand même très bon. Donc on a vécu une jeunesse difficile, mais quand même pas trop malheureuse, parce qu'on était avec les EI, avec des jeunes, on a beaucoup chanté, on a beaucoup prié, on avait un Vauclin, et jusqu'en 1944, en avril 1944, Noisy-le-Sec a été bombardé, on a pris un de ces bombardements, 137 forteresses volantes qui nous bombardent nuit et jour pendant plusieurs heures. On a eu plus de 600 tués, beaucoup de blessés, et nous on a eu la chance de se sortir de la cave de Crapalité, hors de la cave Saint-Riceau. La cave à côté, l'immeuble à côté s'est écroulé parce qu'il y a une bombe qui tombait à la hauteur du 4e étage et comme un chapeau de carte, tout s'est écroulé. Il y avait plein de morts de l'autre côté. Et au petit matin, on est parti à pied, Noisy-le-Sec à la mairie Montreuil, sans ticket, sans rien. Mon papa a demandé au poinçonneur du métro s'il avait la gentillesse de pouvoir nous laisser passer. Donc, il a accepté. On est allé chez une de mes tantes, la sœur de mon papa, et la tante Jeanne, qui habitait en 89 de la rue Lamarck, a nous accompagner pour revenir à la concierge, on était sinistrés, et elle n'occupait pas le logement, premier étage de 89 de la rue Lamarck, premier étage sur la rue, pour la bonne raison que sous ses pieds, elle avait le bureau de recrutement de la LVF et de la milice. Alors la LVF, c'est la Légion des volontaires français, et les hommes étaient à la Légion. Ils ont choisi le mauvais côté, au lieu d'aller côté de la résistance, ils ont choisi la collaboration. Ils portaient l'uniforme allemand avec le macaron tricolore sur le bras gauche et le mot France au fil d'or brodé. Et eux, moi j'en avais la trouille, mais j'avais plus peur des miliciens que ceux de la LVF. Ils étaient plus cruels, ils nous semblaient plus cruels, donc on a vécu. Mes parents qui sont restés jusqu'au bout, jusqu'à la libération. On a vécu donc ce logement, on était à 6 dans un deux pièces, pieds nus, on n'avait pas de chaussures. Au moment où ils faisaient retirer les chaussures, on était en chaussettes toute la journée et assis par terre, parce que les chaussures, comme c'est du plancher, qu'il n'y avait pas de tapis, on entendait marcher. Les voisins, moi j'entends même, mais les voisins, quand ils sont là, c'est qu'une hôtesse de l'air, elle n'est pas souvent là, mais quand elle est là et qu'elle marche, il n'y a pas de tapis chez elle, donc on entend. Et maman ne voulait pas qu'on puisse entendre, que les miliciens puissent entendre qu'il y avait du bruit au-dessus de leur tête. Donc on était en chaussettes, et
pas sur les chaises, parce que quand on s'assoit et qu'on tire la chaise, ça fait du bruit aussi. C'est 3 jours comme ça, sans sortir, sans bouger. Maman sortait à 3 heures d'après-midi, voir si la boulangère avait encore un morceau de pain ou si elle trouvait quelque chose à manger. Sinon, on faisait avec. Et quand il faisait nuit noire, il n'y avait pas de volet aux fenêtres. Et quand elle voyait par la fenêtre que la boutique en bas était dans l'obscurité, on avait l'autorisation d'aller dans la cuisine se laver, il n'y avait plus les d'eau, et on pouvait utiliser les toilettes, on pouvait utiliser la chasse d'eau. Autrement, on ne bougeait pas de la journée pour pas de façon. Et au bout de 3 jours, on s'est séparés. Mon frère a eu l'autorisation des chefs et des éclaireurs qui pouvaient aller dormir rue Montevideo. Alors, qu'est-ce qu'il y a rue Montevideo? À l'époque, alors mes frères sont et c'était le foyer de la jeune fille à l'époque. Donc, il n'y avait pas de filles, il y avait 2 filles, pardon, il y avait plusieurs grands garçons. Mes frères ont eu l'autorisation d'aller dormir rue Montevideo, et moi j'ai eu l'autorisation, au lieu de dormir par terre, d'aller dormir à l'école rabbinique qui avait été ouverte les premiers jours de janvier 1943. Les seules premières filles qui sont arrivées à Brooklyn, c'est des filles qui venaient de l'orpho. Et puis au fur et à mesure, celles qui étaient en surnombre là-haut à l'orpho sont arrivées les grandes rue Vauclin. Donc, moi je suis arrivée, j'ai eu l'autorisation de venir en avril, en avril 44 rue Vauclin. Elles étaient 32 et moi la 33e. On était donc 33 adolescents, les plus jeunes étaient encore à l'école, les grandes souvent travaillaient et elles étaient hébergées gracieusement, nourries également gracieusement, et leur père servait à envoyer au nounou où les petits frères et les petites sœurs étaient cachés. Donc, elles ne pouvaient pas être reconnues juste du fait qu'elles étaient payées. Ce sont juste que ceux qui ont hébergé gracieusement et pas en étant payés. Donc, voilà, c'est comme ça. À l'époque, c'était en 1940. Donc, nous, on a vu, moi j'ai vu, entre le sauvetage des enfants, les bombardements, je suis arrivée donc à Brooklyn après le bombardement, puisque le bombardement c'est à avril 1944, mai-juin, le débarquement. Et nous, le soir du débarquement, c'est tout juste si on n'a pas fait une aura dans la cour de Brooklyn, tellement on s'est dit, ça y est, les alliés, ça va bientôt se dire. On y a cru pendant très longtemps. Si malheureusement, c'est pas arrivé non plus. Donc, le débarquement, quelque temps après, quand le débarquement en Normandie, ça se passait pas très bien ni d'un côté ni de l'autre. Il y a des milliers d'hommes qui ont laissé leur peau. Le débarquement a continué, ils ont pris le dessus. Les Alliés ont quand même repris le dessus. Les Allemands ont pris un peu plein la figure. Et à ce moment-là, ils ont appelé en renfort la fameuse division d'Asraï qui était cantonnée en dessous de Montauban. Ils sont remontés, ils sont passés par Tulle. Alors j'ai déjà pas aux élèves, parce que Tulle, ça vous dit quelque chose. Ah non, mais je sais pas, non. Parce que les élèves de l'ordre, après déjeuner, c'est comme si j'en avais parlé en chinois. Tulle, ils ne connaissaient pas. Oradio sur Blain, ils ont pas non plus, sauf une élève, elle dit si, elle a levé le voix, elle dit si à Oradio, c'est le village, exactement. Donc, et puis, quand il y a eu les premiers jours du mois de juillet, l'attentat manqué contre Hitler, ça s'est très mal passé pour nous, pour toutes les maisons de juifs à l'époque, pour la bonne raison que, après l'attentat manqué d'Hitler, Alois Brunner, qui est le commandant du camp de Nancy, sera tellement furieux qu'on ait osé toucher à son lieu, puisque pour les Allemands, pour ces nazis, Hitler, c'était un être suprême, a décidé de faire, en revanche, a décidé de faire arrêter toutes les maisons de juifs, tous les enfants du juif. Donc nous avons été arrêtés les toutes premières dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, en pleine nuit. On a sonné à la porte. Mme Cohen, qui était la concierge de Vauclin, est allée ouvrir, pensant que c'était une résistante qui cherchait un toit. Ce qu'on avait très souvent, une jeune femme qui était dans la résistance, qui tous les jours déménageait pour ne pas se faire repérer. Il y avait une chambre, elles étaient
hébergées, elles dînaient avec nous, elles ne nous parlaient pas, elles nous faisaient un sourire et tout. Nous, on en avait pris l'habitude, on n'avait jamais posé la question, qu'est-ce que vous faites, vous allez, etc. C'était leur problème. Nous, on vivait comme des adolescentes, les unes travaillant bénévolement, les autres allant encore à l'école, au lycée pour certaines. Donc, cette nuit-là, tous les Allemands ont poussé Mme Cohen à l'intérieur, ils sont rentrés en surnom, ils ont bloqué toutes les issues. Toutes les que ce soit la synagogue, que ce soit pour descendre au sous-sol, toute la cour, partout, il y avait des Allemands partout. Et le commandant du camp de Drancy a fait réveiller, par la concierge, réveiller la directrice, les monitrices de nuit, et qui sont passées, fortes d'elles, accompagnées d'Allemands dans les 2 dortoirs, où toutes les filles ont été réveillées brutalement, elles n'ont pas eu le temps de s'habiller non plus, regrouper tout le monde au rez-de-chaussée. Et quand ils sont arrivés chez nous dans la chambre, parce que moi j'étais dans une chambre où on était 2 filles, une de mes camarades qui n'est plus de ce monde, mais Neja était là, d'une famille polonaise où tous les parents, plusieurs frères et sœurs avaient été arrêtés, sauf 2 petits qu'on avait vu planquer qui étaient dans la Sarthe, qui n'ont pas été déportés, mais elles envoyaient l'argent qu'elles gagnaient pour payer la nourrice des petits. Donc Neja est arrivée, ma Paulette, elle m'a secouée en disant « Lève-toi, les Allemands sont là ». Et moi, ensommeillée, j'ai sommeil encore, et je me suis retournée contre le mur et j'ai entendu « Aufstehen und schnell ». J'ai sursauté. Fille d'Alsacien, que ce soit Aufstehen, j'ai entendu Aufstehen, c'est le mot, Schnell, c'est Schnell, c'est vite. Et il y avait un littéralement avec des yeux, une cruauté. C'était le commandant du camp de Drancy à Louis Brunel en personne. Mais vraiment, il était terrifiant à voir la méchanceté, la cruauté dans ses yeux. Et comme j'allais pas assez vite, on m'a redit Schnell, donc on a sauté par terre, tel qu'elle avait dit. On a attrapé le manteau d'imperméable pour l'autre, et avec même pas de chaussettes ou de soquettes, on est descendu, on a été regroupés dans le vestibule, on nous a compté 36 fois, compté, recompté, et au moment où on devait sortir, monter dans le camion bâché qui était dans la porte, une de nos camarades a fait une crise d'épilepsie, et nous on ne savait pas non plus ce que c'était une crise d'épilepsie à l'époque, et c'était tellement violent que même les Boches se sont retirés, se sont reculés. Au bout d'un bon moment, le monde est revenu à elle, et une fois que tout était dans le normal, on nous a fait grimper dans ce camion bâché avec un littéralement, avec un fusil mitrailleur au travers de la poitrine, direction Drancy, on est parti à Drancy. On a chanté tout le long du chemin. Quand on est rentré dans le camp de Drancy, on a hurlé un peu plus fort, comme ça on avait réveillé tout le camp. Alors, je ne sais pas si vous êtes venus déjà à Drancy visiter le camp. Non, vous allez au mémorial, vous avez l'autocar qui vous emmène directement gracieusement. Vous avez la visite gratuite et la visite du camp, et maintenant on vous emmène même à la gare de Bobigny. C'est gratos. Hein. Il y a simplement être à l'heure au mémorial où Geoffroy-Lénier. Donc, nous voilà à Drancy. Comme on avait fait tellement de bruit, les Allemands étaient encore plus furieux que vous pouviez imaginer. Donc, pour se débarrasser de nous, on nous a fait grimper en toute vitesse dans une chambre au 2e étage, au milieu de, quand on est à gauche, au milieu de la rangée, et c'était tellement crasseux, les paillasses étaient tellement répugnantes, on a préféré s'asseoir par terre que s'asseoir sur ces paillasses qui nous répugnaient. On est resté 10 jours à Drancy, c'était la canicule. À Drancy, les chambres, un bloc, il n'y avait pas de courant et pas de toilettes non plus. Les toilettes sont dans la cour, le château rouge est dans la cour, et l'eau est aussi dans la cour, donc pas d'eau ni rien. Ça a été l'enfer à Drancy, et comme Madame Mortier était partie avec l'autorisation des Allemands retourner au Vauclin chercher des affaires, du linge pour nous, elle n'a pas trouvé de valise, elle n'a pas trouvé de sac à dos. Elle a tiré un drap, elle a vidé nos placards, elle a fait des baluchons avec nos affaires, et un des surveillants un des militants de la surveillance, c'était les Juifs qui étaient dans le camp, qui faisaient toutes les sales besognes que les Boches leur ordonnaient, et ils étaient trop fiers d'en faire plus qu'on leur demandait,
parce que dans leur tête, c'était d'éviter la déportation. Sur le moment, on les détestait. En vieillissant, ils étaient peut-être pères de famille, ils avaient peut-être des petits-enfants, donc on leur a peut-être un peu pardonné, je ne sais pas. Mais on a été un peu plus tendre avec eux. Donc, on récupère nos baluchons. L'un de ces hommes rentrera dans le bureau et rapportera le livre de présence. Le chef d'escalier fera la peine. Mes copines, puisqu'on est autour du chef d'escalier, je suis devant, ben, mes copines diront toutes présentes, à celles qui n'ouvrent pas la bouche, c'était moi. Donc il ne dira rien, il fera un rapport à ses supérieurs, et l'après-midi, on viendra me chercher pour aller à l'interrogatoire dans le bureau du commandant de Brunet, qui était de l'autre côté, où il venait très souvent. Donc, je suis dans la pièce toute seule avec 3 juifs arrêtés qui me poseront plein de questions. À votre idée, est-ce que vous pensez que j'allais dire pourquoi j'étais là et pourquoi j'étais sans papier, pas inscrite ni rien? Alors, pendant 5 minutes, je n'ai pas répondu. Et ma seule prise de parole envers eux, j'ai dit: où vouliez-vous que j'aille? Mes parents étaient tués au bombardement, je n'avais pas de papier, pas d'argent, je connaissais l'institution puisque j'avais des filles qui étaient aux éclaireuses avec moi, j'étais la chef-taine, donc j'avais des filles que je connaissais, j'ai cherché refuge là-bas. J'ai jamais, à 2 interrogatoires, jamais changé de mot. J'ai toujours maintenu que mes parents avaient été tués, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais voilà. Et la 3e fois, c'était le samedi avant qu'on parte, puisque le bruit courait qu'on partait à Pitchopol, et qu'on irait travailler en Allemagne, et ça, on n'avait pas du tout envie de travailler pour les gauches, mais plutôt que de rester dans l'enfer de Drancy, dans la crasse, la promiscuité, peut-être que, et puis en réfléchissant, on disait peut-être que nous, les grands, on ira travailler, mais qu'est-ce qu'on va faire des enfants, de tous les enfants et des tout petits? Il y avait un nouveau-né de quelques jours. Qu'est-ce qui va les faire travailler en Allemagne? C'est ce point d'interrogation auquel on n'a pas du tout compris. Et c'est eux qui ont menti pour qu'on reste calme, pour qu'il n'y ait pas de bagarre dans le camp, pour qu'on ne se révolte pas. Et la 3e fois où on viendra me chercher, on me donnera une feuille de papier et une enveloppe, et on me demandera d'écrire, de prévenir. Alors, à qui j'allais écrire à votre avis? À qui j'allais adresser ma lettre qu'on allait partir travailler en Allemagne? Le commandant? Non. Non, au maréchal. Au maréchal? On n'a pas pensé. Mais elle était mal en point à l'époque, parce qu'on rit maintenant, mais les Alliés étaient à 40 km de Paris. Hein. Et bien, j'ai rendu ma feuille avec juste mon totem sans mettre mon nom et sans adresse. J'ai dit simplement la guerre va bientôt se terminer, parce que se terminera bien un jour. J'ai de la famille au Canada, ce qui était vrai aussi, ils avaient l'habitude de venir en Europe. S'ils continuent à revenir, eh bien, vous leur direz que je suis partie avec mes camarades. Je n'ai jamais mis l'adresse des parents. Ils avaient toute la journée du dimanche d'aller les chercher et les mettre dans le train. Donc, je suis partie toute seule, comme une grande avec mes copines du foyer, et mes parents se sont fait bien du souci, sauf que mes frères, qui étaient rue Montevideo, avaient été arrêtés, et on avait été pour les arrêter, mais eux avaient bloqué leur porte d'entrée, ils ne pouvaient pas rentrer, il y avait eu plein de choses devant, et ils étaient passés par le toit dans l'immeuble à côté, et ils sont restés planqués sans bouger jusqu'à une certaine heure. La rue Montevideo était de nouveau tout à fait dans le calme, et de là ils sont allés se réfugier dans le marché couvert qui est tout près. Il y a un marché couvert, j'ai perdu le nom de la rue, qui est à côté de le gardien du marché couvert avait donné à la directrice un trousseau de clés pour qu'elle vienne se planquer dans le cadre du marché couvert. Parce que j'ai témoigné dans un lycée tout près, et la directrice m'a dit, quand j'irai marché couvert, j'aurai une autre vue en me rappelant de ce que vous avez dit. C'est la vérité. Donc, au petit matin, mais à 8h du matin, ils sont sortis les uns après les autres, par petits groupes, à l'unité. Mon frère aîné est allé prévenir mes parents que j'avais été arrêtée. Mais autrement, je suis partie toute seule. Donc, le 31 juillet 1944,
On sera 1300 personnes dans la cour du camp de Drancy, alignées par 5, avec une petite fille pas très loin d'où nous étions, tenant dans ses bras une boîte en carton. Le petit frère qui est né à Drancy, il n'avait pas de jour. Dans cette boîte en carton en guise de berceau, il y avait un vieux monsieur gravataire sur sa civière qui était là, qui attendait qu'on le charge dans l'autobus pour partir. Et on a traversé Drancy en chantant. Tout le monde nous a dit, c'est 8 h du matin, le ciel est bleu l'été, il fait beau et tout. Le 31 juillet 1944, c'est pas, on ne grelotte pas, tout le monde est en robe d'été, tout le monde est dehors. Et l'embarquement a eu lieu à la gare de Bobigny. L'autobus nous amenait sur la route nationale, on a frappé un baluchon, on dégringolait le talus, maintenant il y a des escaliers, mais à l'époque c'était le talus, c'était vraiment 73 ans, c'est beaucoup, et pas peu, mais beaucoup, la nature et les travaux qui ont été faits pour aménager la gare de Bobigny. Donc on a dégringolé le talus, il y avait déjà plein de wagons fermés, donc les petits étaient par 60 dans le wagon pour qu'on puisse leur donner, qu'on puisse les allonger, qu'ils puissent se reposer. Nous, les adultes, on était 100, donc la moitié était debout, la moitié était assise, on était assis sur leurs genoux. Au bout d'une demi-heure, on changeait. Nous, on s'asseyait, elles, on les prenait sur les genoux. 100 personnes dans le wagon avec un seau, un lot et un seau pour les besoins. C'est inversement proportionnel. Il y en a un qui est vite rempli et l'autre est vide. On nous a pardonné à boire, donc on crevait littéralement de soif. Quant aux enfants, on leur avait mis plein de boîtes de lait mesclé. On avait oublié de leur mettre de l'eau, si bien qu'on ne pouvait même pas leur faire du biberon ou leur donner à boire. C'était tellement sucré, ils avaient tellement soif. Voilà, ça c'était le départ de Drancy. On s'est arrêté dans les environs de... On est donc parti vers 8h30 du matin, le voyage a duré à peu près 2 heures, et on s'est arrêté dans le... Comment dirais-je c'est l'extérieur de Metz, la gare de Metz, mais en extérieur, pour une raison très importante. On est déjà en Allemagne, on a franchi la frontière, on n'est pas en Allemagne, on est de l'autre côté de la ligne, pour que le mécanicien du train et le chauffeur, c'est pas, pour les jeunes, c'est pas électrifié. Hein. Il y a encore le mécanicien qui conduit et celui qui met le charbon dans le tendeur pour que le train puisse avancer. Donc, les deux Français descendront du train et le commandement du train ne sera plus par les Boches, ce sera plus par les Allemands. Et à partir de ce moment-là, le train roulera midi et jour et nuit jusqu'à la porte de l'enfer. Autrement dit, on arrivera, nous, à Birkenau. Je ne sais pas si parmi vous êtes allés déjà visiter, faire un voyage. Oui. Oui. Vous êtes arrêtés sur la ligne de rampe. Oui. Oui, pas nous. Nous, on est rentrés directement, notre convoi est rentré directement sous les portes de Birkenau, sous la porte de la mort. On a entendu les chiens aboyer et les Allemands hurler, mais on ne savait toujours pas où on était, on est dans l'obscurité la plus complète. Alors, quelques minutes après, le train il a redémarré, il est rentré tout doucement dans le camp, et il s'est arrêté au fond du camp, là où il n'y a plus de rail, il ne peut pas aller plus loin, il n'y a plus de rail. Autrement dit, vers le monument international, tout au fond du camp. Et là, après avoir entendu hurler en allemand, on nous a déverrouillé la porte, on nous a demandé de laisser tout dans le wagon, de sauter sur le ballast, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et au bout de quelques minutes, on a vu arriver un groupe, alors je veux dire des SS, mais c'était des Allemands, on ne savait pas s'ils avaient des rhumes ou des têtes de mort. Là, les hommes sont arrivés, et la sélection s'est fait très vite. Beaucoup sont partis à gauche, les femmes, les enfants, les vieillards sont partis tout de suite, et sur la rampe, sur le côté, tout à fait à gauche, il y avait une rangée de camions avec les phares allumés qui éclairaient le train. Il n'y a pas de lumière à Birkenau, donc qui éclairaient le train. Et parmi les camions, il y avait une ambulance. Il y avait mes camarades, une a dit si ils ont un peu à marcher, c'est pas, il y aura un médecin ou peut-être une infirmière, ils ne seront pas oubliés. Or, il n'y avait pas plus de médecins que d'infirmières dans l'ambulance. C'est des boîtes de citronnées qui étaient dans l'ambulance, qu'on allait sortir pour les assassiner. Et la nuit où nous on est arrivés, c'est que tout, quand on était sur le ballast, l'odeur était irrespirable
C'était une puanteur. Et on cherchait partout, il y avait le feu, il y avait des flammes, on n'a rien vu du tout. Et cette nuit-là, tout le camp des Tziganes a été assassiné. C'est l'odeur de tous ces 3000 hommes et femmes qui ont été assassinés. Donc la sélection ne fait pas très très vite. 200 garçons partiront tout de suite sur le camp de Auschwitz à pied. C'est 4 km, 3 km, 5, 4 km. Quant à nous, on fera une marche arrière, pas très loin. On traversera perpendiculairement le camp des Hongrois et des Hongrois, parce que d'un côté c'était les hommes, de l'autre côté c'était les femmes de Hongrie. On ira, alors nous on est allés à la désinfection, à la sauna, et là c'est comme le ciel qui nous tombait sur la tête. Les coups pleuvaient de partout, les SS étaient là, il y avait le capot qui était là. On nous a demandé de se mettre à poil, toutes nues, on ne voulait pas, on a été tabassés dans tous les sens, et en fin de compte, on a fini toutes par céder, la honte, l'humiliation, les larmes, et puis on a été tondu de la racine des cheveux aux parties intimes, et la distribution des vêtements, ça a été l'horreur de l'horreur. On a eu une chemise et une culotte de grand-mère ou un caleçon et une robe. C'est tout ce qu'on avait, tout ce qu'on nous a distribué, mais pas donné. Elle sortait des études. Et pourquoi elle sortait des études, à notre avis? Elle venait des chambres, elle venait pas des chambres à gaz, elle venait de la salle de déshabillage. Et pour qu'il n'y ait pas de traces de cyclone blé, on passait un tour de machine pour enlever l'odeur du cyclone blé. Donc on restera nous en quarantaine, je crois qu'on doit être les rares à rester 3 mois en quarantaine à Birkenau, dans la terreur de sélection, dans l'odeur de tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit des latrines au vache-fort où on ne s'est jamais lavé. Alors essayez, alors je m'adresse aux jeunes filles, d'être 3 mois sans se laver, dans quel état on est. Il n'y a pas non plus aux latrines le rouleau de lotus. Essayez de penser, mais que ce soit terrible pour nous, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Les latrines, c'est des rangées énormes avec des trous en quelconque. C'est une fois le matin et une fois le soir. Tu peux avoir la dysenterie, tu peux avoir le relevé du typhus, tu peux relever de tout ce que tu veux. Et bien, ils ne faisaient pas les malins non plus, parce que souvent les jeunes, les garçons, ils sont là à rire, mais on leur dit très franchement, mais c'était pareil pour vous. Essayez d'imaginer qu'il n'y avait pas de pantalon de rechange quand vous étiez sale, vous étiez puant, les autres, vous ne voulez pas non plus, il n'y avait pas d'eau pour se laver. Donc on avait à Birkenau des conditions inhumaines, et nous on les avait vécues pendant 3 mois en quarantaine, on n'a pas travaillé, des corvées de temps en temps, et le 27 octobre 1900, alors nous on a vécu le soulèvement du Sonderkommando le 7 octobre. La révolte du 7 octobre, nous on était vraiment enfermés, on nous a fait rentrer dans le bloc, on aurait très bien pu être tout assassiné, nous on nous a enfermés dans le bloc, et quand tous les hommes ont été récupérés, ils sont partis à la chambre à gaz, ça s'est calmé assez vite, et le 7 octobre, puisque le crématoire 4 a sauté, n'était plus en fonction, et le 27 octobre, on a été regroupés, la sélection par Belgué, et on est parti à la désinfection, on nous a changé nos vêtements, on a eu un manteau en plus, et quand j'ai un manteau, c'est une toile en coton, avec le dos, un grand empiècement blanc, la grandeur en plein milieu du dos, et dessus on nous a mis une grande croix à la peinture rouge vache comme ça, et sur chaque épaule, on avait KL, concentration tondue, bien sûr, et avec un morceau de pain, on nous a mis dans le train, les wagons bestiaux, le voyage a duré 3 jours, et on est parti dans les Sudètes, où on deviendra esclave au Reich, et on y restera jusqu'au mois de mai, jusqu'à la libération, le 9 mai, puisque le 9 mai, la capitulation sans condition a été signée à Berlin, et c'est comme ça que nous, le 9 mai, on a rencontré la liberté. Voilà. Merci pour vos témoignages. Et vous êtes, comme je dis tout à l'heure, notre mémoire, et vous êtes également l'incarnation de l'espoir. Il fallait bien vivre, parce qu'on avait promis à nos camarades qui partaient à la sélection de dire, ils nous avaient tellement supplié
oublié d'aller dire, si on avait nous la chance de rentrer, d'expliquer, de dire à leurs petits-enfants comment leur maman était morte. On avait promis qu'on dirait, on avait promis qu'on témoignerait à la maison, et on a été pas toutes, mais... On vous remercie en tout cas, et comme je disais, vous êtes l'incarnation d'espoir, ce qui a donné la naissance de notre hymne national dans l'Est Israël qui est Atima. Juste une chose, on va procéder aux questions-réponses. Simplement, si vous avez des questions au premier étage, je vous suggère de descendre, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a qu'un seul micro pour pouvoir donc le transmettre aux personnes qui posent des questions, et ce sera beaucoup plus pratique. Donc je vous demande à chaque personne qui a des questions à poser, c'est de demander soit à Madame Lévy, soit à Madame Yadin qui répond, et au moment de poser la question, je vous demanderai de vous lever. Je vous remercie. On va commencer peut-être par monsieur. Je transmettrai le micro. Juste une petite précision. C'est bon. Il faut Madame a dit que, au début sur l'exposé, que la première rafle qu'il y avait eu, c'était la rafle de la place Voltaire dans le 11e arrondissement. Il faut préciser que cette rafle, il y en avait eu une au mois de mai, c'était la rafle sur convocation, c'était on envoyait des billets de convocation pour le gymnase Jaby, dans le 11e. Et la deuxième rafle qu'il y a eu après, c'était le 21 août 1941. Comment ça a procédé cette rafle? Ils ont encerclé complètement la police française, ont encerclé complètement le 11e, et ensuite le métro était fermé de République à Nation. Il n'y avait plus de station où on pouvait monter et descendre, et ensuite ils ont fait leur travail. Mais qu'est-ce que c'était? Ils ont monté pour la première fois dans les appartements des Juifs, et ils ont arrêté les hommes sur place. C'était la première fois que ça se passait comme ça. Et comme par hasard, c'était le 11e arrondissement, et c'était le quartier séparable de Paris. Plus de la moitié des gens qui ont été arrêtés ce jour-là étaient séparables. Et c'est eux qui ont inauguré le camp de Drancy. Merci pour ces précisions. Parfait. Je vous remercie. Madame, je suis d'abord très touché par ce que vous avez raconté. Je suis séfarade. Et sachez une chose, juif tunisien, sachez une chose, c'est que ce que vous nous avez raconté, en fait, ce sont nos enfants qui nous l'ont raconté. Vous allez me dire comment nos enfants nous l'ont raconté? Eh bien, tout simplement, c'est que le devoir de mémoire que vous avez fait, aujourd'hui, et que vous continuez à faire, ils sont allés aux Auschwitz, ils sont allés avec l'école, ils se sont renseignés, et ma fille a eu le premier prix de la déportation dans le 11e arrondissement. Tout simplement, c'est que nous, séfarades, quand nous sommes arrivés en France, nous n'étions pas au courant de tout ça. Il faut le savoir. Il faut savoir que ce devoir de mémoire, et aujourd'hui, votre mémoire devient la nôtre. Ce n'est plus aujourd'hui une histoire de Ashkenaz ou séfarade. Aujourd'hui, et jusqu'à demain, tout ce que vous avez transmis, madame, mesdames, tout ce que vous faites dans les écoles, tous ces dossiers que vous avez là, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de dossiers qui sont dans les tiroirs et qui, tous les jours, on en parle encore. Et regardez aujourd'hui autour de vous, eh bien regardez, vous avez 90% de séfarades qui sont là pour vous écouter et pour vous dire merci encore de nous avoir transmis cette mémoire qui de toute façon ne s'éteindra jamais. Voilà ce que je veux dire. Alors maman, je suis la fille de Madame Yadan, donc je voudrais dire que je suis très fière. Ton intervention fut courte mais très émouvante. Pourtant, je l'ai entendue des centaines de fois, donc je la connais par cœur l'histoire. Je voudrais simplement que tu nous précises, parce que du coup, tu n'as pas tout à fait utilisé le temps qui t'était imparti,
J'aimerais que tu nous racontes juste, et ça c'est très très important, comment pendant très longtemps, moi, mon histoire de la guerre, je l'ai eu à travers mes grands-parents, qui nous ont dit qu'ils avaient peur, qu'ils avaient été cachés, qu'ils avaient des faux papiers, et donc c'est comme ça qu'en fait ils avaient réussi à échapper au camp de concentration. Donc moi c'était les grands-parents qui me racontaient cette histoire, et jamais ma mère, jamais. Elle était complètement bloquée pour nous en parler. Quand elle était en retraite, quand elle s'est mise à la retraite, elle a décidé de commencer son devoir de mémoire comme un déclic. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a fait la cérémonie des justes. Et je voudrais qu'elle nous raconte un petit peu comment elle a réussi à se remettre en contact avec tout son environnement, puisqu'on est allé visiter la maison où elle a été cachée. Et je pense que c'est une partie, ça ne va pas durer très longtemps, mais je pense que c'est très très intéressant de savoir comment elle a fait cette cérémonie des justes et comment elle a réussi à les amener à Jérusalem. Oui, effectivement, on ne me donnait pas beaucoup de temps, alors j'ai voulu faire très vite. Effectivement, d'abord, pendant des années, je n'ai plus jamais ni parlé, ni entendu de la Shoah. Ça a été, je me suis mariée, et finalement, la vie reprend dessus, on travaille, on a des enfants, et finalement, on n'y pense plus. Et puis un jour, j'ai entendu parler des justes. Je me suis dit des justes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et ça m'a travaillé dans la tête. Parce que, ce qu'il faut que je vous dise, que quand mes parents sont venus me chercher, ils sont quand même restés en contact avec toutes ces deux personnes qui avaient été tellement gentilles et nous avaient sauvés. Et jusqu'à leur mort, ils étaient plus âgés que mes parents les ont captés et ont tout fait pour remercier. Donc, j'ai pensé des justes. Mais pourquoi pas moi, emmener mon papa et ma lolo, comme je l'appelle, à l'allée des justes. Et on en a parlé avec mon mari, on a été mariés à la chaîne, on a été à Jérusalem. Enfin, cette histoire a duré 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce qu'ils étaient morts. Ils étaient morts, je n'avais absolument rien, il me fallait des témoins. On me disait à la chaîne, non madame, vous me dites ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il faut le prouver. Donc je suis allée à Beauvais, je suis allée un peu partout, et finalement, je suis tombée avec un prêtre, d'ailleurs on voit toujours, comme l'occasion, le père François, il était jeune, il a trouvé de pouvoir faire cette chose-là, il est enthousiaste, il m'a dit mais c'est pas possible, mais moi madame, je vais vous lancer des appels. L'église est à Comigny, c'est une petite église qui est ouverte une fois le dimanche, parce que les gens ne sont plus tellement pratiquants dans ce coin-là. Il m'a dit, moi je vais lancer des appels en disant qui a connu cette petite fille avec des nattes et un petit garçon également, et on verra bien. Je n'y croyais pas. Moi, ça a duré pendant 10 ans, j'ai laissé tomber. Et c'est mon mari qui m'a dit non, tu ne peux pas laisser tomber parce que il y aura quelque chose qui ne va pas. Effectivement, je me suis dit on va reprendre tout, on recommence. Je suis retournée je ne sais combien de fois, j'ai demandé, j'ai fait des choses avec mon mari qui m'aidait. Et finalement, un jour, le père François nous a appelés en nous disant j'ai trouvé vos témoins. Ah bon? Oui. Alors vous venez me voir, on est allé le voir. Effectivement, c'était des gens, des enfants comme moi, qui se rappelaient m'avoir vu aller chercher du lait à la ferme d'à côté. Alors j'avais des nattes et tout. Donc ça a été, je ne vous dis pas, l'émotion et tout. Et ils ont dit, nous, il n'y a pas de problème, on témoigne pour vous. Donc j'ai eu il m'en fallait 2. Il a redemandé à quelqu'un, et c'est comme ça, au bout de 10 ans, que j'ai amené mon papa Lalo et ma maman Lalo à l'année des choses. Justement, je crois qu'il y a une chose que je voulais dire, j'étais un petit peu brève, parce que le temps était là, que finalement, quand on parle de la Shoah, n'oublions pas de parler des justes. N'oublions jamais de parler des justes. Parce que des justes, ils nous ont aidés, ils risquaient leur vie, et s'ils étaient pris, ils étaient tués. Et ils étaient chrétiens. Tout ça, parce qu'eux étaient contre Et si vous voulez maintenant, je fais 10 ans que je suis au CASI, je suis très bien avec Gérard Soufiane qui est venu tout à l'heure, qui était pressé, et c'est lui qui a monté cette histoire d'enfants cachés. Donc,
il a commencé à parler de la Shoah, et on a commencé, c'est lui qui a tout fait, il est juste tunisien, mais il se sentait tellement utile et concerné que c'est lui qui a dit on va créer, je vais créer des écoles, et nous sommes allés à Yavne, nous sommes allés avec des gens comme moi qui racontaient la Shoah. Donc, mais ça ne durait pas une demi-heure. C'était pendant un an, nous prenions un an, nous prenions 3-4 enfants, vous voyez, on prenait une classe de 3e, donc on l'a fait à ce printemps, on l'a fait amener. J'ai des amis qui sont là, qui l'ont fait avec moi, j'ai mes grands amis qui connaissent tellement de choses qui l'ont fait, on a essayé de faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi on fait ça? Et pourquoi on s'accroche encore à le faire? C'est que moi, je veux avoir ma famille, je veux que quelqu'un continue ce qu'on a fait pour que plus jamais, que les gens sachent, plus jamais il y ait ça. Parce que c'est pas possible qu'on puisse tuer parce qu'on est juif. Et vous voyez, ça existe encore maintenant. Alors maintenant que je suis vivante, jusqu'à mon dernier souffle, j'irai dans les écoles. Et maintenant, on parle d'aller également, je suis allée avec ma fille, je suis allée à Vitry, et croyez-moi qu'à Vitry, pour expliquer le judaïsme, c'était pas facile. Je suis prête à aller même dans le 19e, j'habite le 19e, maintenant je suis en contact avec les gens, disons l'Amérique du 19e, et j'irai, je n'ai pas peur parce que je veux plus jamais ça. Et si on se dégonfle tous, il faut des gens comme moi, comme madame. Oui, madame, elle a fait tellement... Mais oui, alors moi j'en ai fait, ça fait 10 ans. Moi je suis à côté de... Mais on a pris ça tellement au cœur qu'on ne peut plus s'arrêter. On est obligé maintenant. On nous demande, on y va. Moi la mairie me demande, j'y vais. Quelqu'un me demande, j'y vais. De manière à essayer d'enlever cet antisémitisme. Et pourtant, il existe encore. Quand on voit, on sait. Donc, j'ai aussi le fait de chercher, parce qu'on nous parle comme ça, mais on va partir. Mais qui va nous remplacer? Moi, personnellement, je suis convaincue. J'ai ma petite fille Johanna. Ma petite fille Johanna, lorsqu'elle était juste, elle était jeune. Elle est là, ma petite fille Johanna. Et elle travaille au CRIC. D'ailleurs, alors, en plus, ça l'existe. Bon. Combien il y a eu de justes en France? Oui. Pardon? Combien il y a eu de justes en France? Combien il y a de en France? De justes. 3 000, 4 000, 3 000. En plus que ça, il faut arrêter de décider. On en a rajouté. Vous savez, c'est un missionnaire ambulant. Il connaît tous les sécurités. Bon, c'est comme ça. Moi, personnellement, je peux partir tranquille. Mais ma petite fille, Johanna, va apprendre, elle commence à prendre le flambeau, ça l'intéresse. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que chacun de nous trouve le moyen faut pas se décourager. Il va y avoir des morts. Il y en aura encore, on va encore nous tuer. Mais il faut rester. On se n'est plus 40 maintenant. On ne veut plus se laisser faire. Il faut continuer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous avons beaucoup témoigné sur le thème du concours de la résistance. C'était la déportation, les déportés, et pendant longtemps, nous, on s'est battus pour que les déportés d'Auschwitz, les déportés d'Auschwitz, comme ils disent, pour ne pas dire les déportés juifs, aient les mêmes droits que les déportés résistants. Les politiques nous ont toujours mis eux d'abord et nous après. Donc, dans le département dans lequel j'ai vécu, c'est 93, il y a 40 communes. Je peux vous dire que j'ai fait tous les lycées, tous les collèges. Et je crois que je dois être la seule maintenant, puisque Charles Baron est décédé, Henri Bref n'est plus, Ida ne peut plus. Les 4 premiers qui sont partis, pas avec le mémorial, il n'existait pas encore. À l'époque, c'était le congrès juif, et on a fait des voyages en Pologne. On partait 15 fois dans l'année, entre novembre et mars. Ça fait beaucoup, hein. 15 voyages en l'espace de 4 mois. Alors, on a témoigné, mais les arrière-petits-enfants, ce n'est pas des témoins. Ils pourront raconter l'histoire de famille, mais elle n'est pas une histoire. Alors, c'est toujours l'essentiel, c'est qu'ils racontent quelque chose. C'est ça ou rien. Ah mais on raconte pas pour raconter, non, c'est pas le but. Si vous mourrez, et si je pars, qui va quoi? Il faut que quelqu'un... Ah bah, ça ou rien. Mais
pas les historiens. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qu'on dise avec le la cœur. parole. Avec le cœur. Moi, je le dis avec le cœur. J'étais enfant caché. Si vous saviez encore, je vous raconte que la moitié. On a souffert, on a eu des parents qui en venaient complètement dépressifs et tout. Mais sa carrière, on a lutté, on est arrivé, on a refait une vie heureuse. Moi, je me sens très heureuse. Je vais avoir 60 ans de mariage, donc je pense que j'ai réussi mon vie. Merci, mesdames. Ma question est une question qui concerne dans l'enseignement, au niveau de la pédagogie et de la transmission au niveau des jeunes. J'aurais voulu que vous me disiez, avec vos propres paroles, de quelle manière on peut expliquer à des jeunes qui vous posent la question comment se fait-il qu'ils se sont laissés emporter comme... Ça, je ne peux pas répondre parce que je ne l'accepte pas. On ne s'est pas laissé emporter. Les nazis étaient organisés, la collaboration de la France était plus forte que les quelques malheureux juifs, et ils se sont quand même, si vous faites le calcul, si vous regardez la proportion des juifs engagés dans la résistance par rapport au restant des Français, on est les plus nombreux. Et ça, c'est très difficile de le faire accepter aux citoyens français. Hein. Le racisme et l'antisémitisme, ça les démange. La liste rouge, l'affiche rouge, simplement l'affiche rouge qui est le groupe Manoukian. Le groupe Manoukian, vous avez une plaque qui est là, dans le 20e arrondissement, qui est à la rue du Surmelin. Vous avez une affiche sur Manoukian, et sur Manoukian, il y avait 23 résistants, enfin 23 chefs résistants, et sur les 23 chefs résistants, il y avait 13 juifs. Voilà. Donc il faut le savoir, ils ont été fusillés sur le Mont Valérien le 13 février 1944. 45. Oui, 44 ou 45, je sais pas. Mais il faut le savoir. Vas-y. Madame Liliane. Alors écoutez, on a entendu cette question combien de fois. Comment les Juifs ont pu se laisser prendre? Les Juifs, alors je vous explique. Moi, mes parents, on entend les lois de Vichy, et à un moment donné, ils ont dit que chaque Juif allait se faire connaître au commissariat de son quartier. Bon, moi, mon père, il n'a pas été, il a couru. Il a dit le nom de ma mère, le nom de ma grand-mère, parce que, pourquoi? Parce qu'il croyait en la France, au pays des droits de l'homme. Voilà, ils ne pouvaient jamais ils auraient pensé qu'eux étaient en plus, dans ma famille, ils s'étaient tous engagés volontaires pour défendre la France. Tout à fait, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, on voit ça, il y a des boucheries partout, déjà. Mais il n'y avait pas ça avant. C'était Paris. Bon, moi, mon père était venu en 1927, mais tout de suite, il a couru. Il croyait en la France, il croyait au gouvernement. Ils se sont fait avoir. C'est tout. Donc, s'ils n'avaient pas été de toute façon dit, ah non, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Ils se sont mis, c'est vrai, mais il n'y avait pas moyen, personne ne pouvait penser qu'ils puissent avoir de telles choses. C'est tout. Voilà. J'ai une question à ce sujet. De Gaulle, c'est quand même les Juifs. Vous savez qu'à Sainte, il y avait Mendès France qui s'est évadé de la prison, il a pu rejoindre Londres. Pierre Dac, un des premiers ont rejoint c'était les Juifs. C'était français, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'abord comment, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a eu beaucoup de résistants qui étaient juifs. Et ça, ils ne le disent pas. Ça, mais De Gaulle, il a quand même le culot de dire j'attendais l'église, j'ai vu arriver la synagogue. Oui, absolument. Oui. Absolument. J'ai une question à vous poser à ce sujet. J'ai une question à vous poser. Il a tombé l'église, il a vu arriver la synagogue. Comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, grâce à Dieu, la situation est tout autre. Et je suis revenu avoir votre sentiment sur le fait que, imaginons qu'à l'époque, on avait l'État d'Israël, bien qu'on soit français, bien qu'on ait fait confiance, et on continue à faire confiance à la France. D'ailleurs, on hommage à Jacques Chirac qui a dénoncé sa folie. Imaginons
si on avait eu Israël à l'époque, Oui, c'est vrai. on peut se poser la question. Si, mais il n'y avait pas le si. Il n'y a pas le si. Israël n'existait pas, c'était la Palestine. Moi, je me demande. Mais les bateaux étaient arrivés en Israël et ils étaient. L'exodus est complet. C'est la raison pour laquelle on doit se battre en même temps pour transmettre la mémoire, mais on doit se battre également pour... Depuis quelques années, ça fait partie du programme d'histoire qui n'existait pas il y a 50-60 ans. Ouais. Les programmes ont aussi changé, évolué avec le Et qui ne Moi, j'aurais jamais cru. Hier soir, au mémorial, il y avait le gouvernement. Il y avait 60 notables précis. Donc, pratiquement, le gouvernement a appelé les noms. D'abord, le Talmud, les petits du Talmud, et pas par ordre de préséance, c'était comme ça venait. Donc, j'ai ouvert les yeux, grand comme c'était pas... Il n'y a jamais eu autant d'élus, de membres du gouvernement avant, après, pendant, que hier soir. Ouais. Voilà. J'ai dit un peu Madame Yalon, et je veux savoir quel phénomène a motivé, qu'est-ce qui a motivé ces personnes qui sont aujourd'hui justes parmi les justes de faire ce qu'ils ont fait. De cacher les juifs. Alors moi, je pense, moi je pense que, écoutez, vous prenez, comment dire, vous avez des gens, des gens qui sont chrétiens, des gens même musulmans, vous avez des gens qui pensent qu'on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il était juif, parce qu'il est juif. Bon, moi je sais que ses parents, monsieur et madame Salania, c'était des gens très pratiquants, mais ça vous avait choqué. Mais pourquoi les petits-enfants, ils nous massacraient? Parce qu'on ne vous dit pas tout, on essaie d'être... D'abord parce qu'on est brimé, parce que quand on va dans les écoles, on a toujours quelqu'un à côté de nous pour nous arrêter. Mais je ne peux pas vous dire que moi, dans ma famille, par exemple, j'ai des cousins de mon père qui ils ont été déportés, ils sont venus les chercher pour les déporter, ils avaient un bébé, et le bébé, ils s'en sont pas occupés, ils l'ont tué contre le toit, je le dis dans une synagogue, mais c'est absolument pas possible de pouvoir le dire dans une école. C'est pas possible. Donc c'est comme ça. Donc ces gens-là, ces justes-là, bon, peut-être même qu'ils étaient peut-être pas seulement les juifs, mais si vous voulez, par conscience, par humanité, on n'a pas le droit de tuer. Moi je sais que je suis juive, mais jamais je pourrais tuer un petit bébé qui soit musulman, qui soit chrétien, qui soit noir, n'importe quoi. Si vous êtes un bon sens, si vous avez un petit peu de cœur, c'est pas possible. Bon, ces gens-là, moi je pense que chez les juifs, et puis il y a peut-être eu aussi, il ne faut pas le dire, ça, quand on les amène d'abord dans la vie des justes, moi on m'a demandé s'ils étaient payés. D'abord, primo, je n'en sais rien, et même si je l'avais su, je ne l'aurais pas dit. Parce que bon, alors, il y en a qui avaient besoin, il y en a qui faisaient, il y en a qui faisaient pas. Ils prenaient des risques quand même. Mais voilà, ils prenaient des risques. Mais de toute façon, ils prenaient des risques. Donc ces gens-là sont des gens, comme vous avez une certaine humanité, vous avez une façon de pouvoir respecter le monde, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont été comme ça, et heureusement pour nous. Sinon, alors là, je crois qu'on y passait tous là. Voilà. Maintenant, comme me dit pour l'État d'Israël, moi je pense quand même, ça c'est mon idée, je ne sais pas si c'est votre idée, que s'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait certainement pas eu ça.